Donc, bienvenue au webinaire Super Power TPL. Je suis contente de voir qu'on est une méchante gang. On est 400 sur le webinaire ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je vais commencer par te présenter ce qu'on va couvrir ce soir comme sujet. Je vais faire une brève historique de mon histoire personnelle. Je vais me présenter à toi avec mon histoire de où j'arrive, puis je vais parler du trouble borderline, évidemment, hein. Donc, je vais parler des critères, des symptômes, de ce que tu ressens aussi à l'intérieur quand tu as le trouble de personnalité limite, mais aussi les impacts que ça a sur toutes les sphères de vie. Je vais parler de comment on peut développer le trouble. Je vais parler de comment le cerveau est neurologiquement différent dans le TPL. Et on va regarder quelques stats et les comorbidités. Les comorbidités, c'est quand on a un ou plusieurs autres troubles en même temps que le TPL. On va parler des traitements aussi, les différentes approches thérapeutiques qu'on a et qui ont été démontrées efficaces dans le traitement du TPL, donc de thérapie. On va parler des médicaments, on va parler de l'hygiène de vie, des changements dans les relations. On va parler des problèmes d'accès aux ressources quand on souffre du TPL. Je vais parler d'un paquet de ressources et de lectures. D'ailleurs, à la fin du webinaire, je vais t'envoyer un courriel qui va te donner des instructions pour me demander la liste des ressources, des lectures, des sites web, des organismes qui peuvent t'aider avec le TPL. Je vais répondre aux 5 questions qu'on me pose le plus souvent. Puis, je vais parler de mon programme Super Power TPL et je vais répondre aux questions live. Voilà. Donc, mon histoire. Mon histoire, ben, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Véro Ménard, je suis psychologue. Je suis psychologue, mais avant tout, je suis un être humain. Puis, avant de te parler de mon expertise, j'avais vraiment envie de parler de qui je suis, de où j'arrive. Donc, je suis qui, moi? Ben, depuis ma tendre enfance, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment le profond sentiment qu'il faut que j'aide les autres. Évidemment, ce n'est pas le premier chemin que j'ai pris dans ma vie, hein. Parmi les choses qui me définissent, je suis une personne qu'on appelle TWICE, c'est-à-dire que j'ai un TDAH et un HPI. J'ai toujours été une personne différente de par mes conditions neurodéveloppementales, mais aussi mon tempérament, mes expériences de vie. Pour être honnête, je dois te dire que j'ai toujours été une personne très anxieuse depuis que je suis toute petite. Mais je peux te dire que j'ai vécu puis j'ai vu beaucoup de problèmes de santé physique et mentale, certainement une part des gens qui m'entouraient puis qui m'aimaient, qui ont fait en sorte que j'ai réussi à m'en sortir, puis que j'ai repris une vie un peu plus normale. Je me suis placée, j'ai adopté une meilleure hygiène de vie, j'ai fait des meilleurs choix. Je me suis mis à travailler puis à m'investir, à développer des passions. Je me suis mis au fil de mon chemin à mieux me connaître, à m'aimer plus, à croire en moi. J'ai travaillé pendant quelques années en marketing puis en communication. Puis vers l'âge de 30 ans, à force de me connaître profondément puis de développer mon identité, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de faire ce que je voulais, puis que je ne maximisais pas mon potentiel. Puis que finalement, j'avais l'impression que je n'étais pas en train de faire ce que j'étais venue faire sur Terre, qui est d'aider. Fait que je suis revenue à mes vraies valeurs, j'ai écouté ma petite voix intérieure, puis j'avais vraiment le feeling qu'il fallait que j'aide les autres. T'sais. Je voulais faire la différence. C'était ça ma mission, puis c'est encore ça aujourd'hui. Je me suis lancée dans un projet incommensurable vers l'âge de 30 ans, qui est celui de m'inscrire au baccalauréat en psychologie, puis ensuite au doctorat en psychologie pour devenir psychologue. Ça a été un cheminement de plus de 10 ans, puis pour être honnête, ça m'a fait beaucoup souffrir. Ça a été pénible, mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Je regrette rien de tout ça. Pourquoi le trouble de personnalité borderline ou TPL comme expertise? Bien, depuis que je suis toute petite, les grandes souffrances, les traumatismes, les personnalités complexes puis différentes, ça m'a toujours fascinée. Écoute, du plus loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours lu et puis écouté des histoires de trauma, de violence. J'ai toujours été fascinée par la souffrance des êtres humains. Je voulais la comprendre, la ressentir, la soigner. Je lisais des histoires comme Aurore l'enfant martyr, des fleurs sur la neige. Tu te rappelles, ça, c'est la seule série Céline Dion à jouer à TV. Quand je suis arrivée au doctorat, ben là, il fallait que je me spécialise dans quelque chose. Puis ça n'a pas été long. Je n'ai pas niaisé longtemps. Rapidement, je me suis tournée vers les troubles de la personnalité, les traumatismes, les difficultés relationnelles.
Puis j'ai été chanceuse, dans un sens, dès que j'ai commencé à faire de la clinique, supervisée en internat, j'ai eu la chance d'avoir des patients qui avaient vécu des traumas graves. Heureusement, j'étais bien entourée, des troubles de la personnalité. Donc, j'ai commencé à me former dans les approches plus intégratives qui étaient plus, appropriées pour, les troubles de personnalité et c'est là que j'ai découvert la schémothérapie. Je vais t'en reparler en masse plus tard. Mais c'est en gros une approche qui a été spécifiquement créée pour le TPL puis qui a été démontrée à répétition, dans la science comme étant efficace avec ce trouble-là. Donc, je tombe en amour aussi avec cette approche-là. J'ai commencé à utiliser juste ça de plus en plus, je me suis spécialisée. Avec mon côté artiste, j'ai développé vraiment de manière créative, notamment en faisant des toiles, des petits personnages. Je vais te reparler de ça plus tard. Mais ça a marché. Ça a marché. Puis depuis 7 ans, je traite les patients en psychothérapie avec la schémothérapie. Puis j'ai aidé des centaines de patients qui avaient des troubles de personnalité et des troubles relationnels. J'ai eu un flash. Je suis devenue certaine à 100% d'être sur mon X, d'avoir trouvé ma raison. Puis j'ai décidé de créer un programme complet, comme une espèce d'autothérapie, mais qu'au lieu que ça soit juste un livre ou une conférence, que tu fais juste consommer le contenu, écouter ou lire les trucs, ben, c'est un programme complet avec plein d'exercices, des coachings de groupe, des lives, toutes sortes de modalités, puis je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Dans le DSM-5, hein, qui est le... J'ai ma montre qui me dit que je suis stressée. Elle a raison. Mais là, j'avoue que je suis moins stressée maintenant que la glace est brisée. Donc, le DSM-5, c'est le manuel diagnostique que les psychologues et les psychiatres, on utilise pour poser un diagnostic psychologique. Fait qu'on va commencer par regarder quels sont les critères, les 9 critères du trouble de personnalité limite pour qu'une personne comme moi, un psychologue ou un psychiatre, pose le diagnostic. Je vais te les lire. Donc, j'ai mes feuilles ici. Hein, tu penses que j'ai retenu tout ça par cœur? Les critères du DSM, on va dire que d'abord, on va faire des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Ensuite, on va dire que tu as des modes de relations interpersonnelles très instables et intenses qui sont caractérisés par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. Là, panique pas si c'est un langage trop savant. La prochaine planche qu'on va voir, je vais t'expliquer ce qu'on vit à l'intérieur quand on a ces critères-là. Le troisième critère, c'est qu'on vit une perturbation de l'identité. On a une instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Le quatrième, c'est l'impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dangereux. Donc, on pense à dépenses excessives, sexualité, toxico, conduite automobile dangereuse, crise de boulimie, etc. Le cinquième, c'est la répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou encore de l'automutilation. Le sixième, c'est de l'instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, donc d'avoir des émotions intenses, d'être irritable, anxieux, de switcher d'émotions rapidement. Le septième, c'est un sentiment chronique de vide à l'intérieur. Le huitième, c'est des colères intenses et inappropriées ou la difficulté à contrôler sa colère. Puis le neuvième, c'est la survenue transitoire dans les situations de stress, d'idées de persécution ou encore de symptômes dissociatifs sévères. Là, je me retiens de ne pas interagir avec les commentaires. Avant que je t'explique qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur quand on a ces critères-là dans le TPL, j'ai envie déjà de te faire participer puis de te demander, OK, est-ce que selon toi, dans ces critères-là du DSM, on va dire oui, ça en prend 5 ou plus pour obtenir le diagnostic, mais est-ce que selon toi, il y en a un ou plusieurs qui seraient obligatoires pour obtenir le diagnostic? Puis là, j'avais mis un timer, j'étais toute bien intentionnée, mais à y penser, il faut que je te remonte les critères. Fait que là, on va reculer d'une slate. Donc, dans ces critères-là, tu peux écrire dans le chat quels critères tu crois qui seraient peut-être obligatoires pour pouvoir poser le diagnostic. Je te laisse 1 minute pour y réfléchir. Fait que je vais en profiter pour prendre une petite gorgée. La gestion des émotions, les humeurs, le vide, l'abandon, sentiment de vide, impulsivité. Il y en a qui disent aucun, la colère, les humeurs. Ça fait-tu 1 minute? Je ne sais pas si ça fait 1 minute. Là. J'avais un timer, mais là, on ne l'est plus. Fait que 6 et 3, changement d'humeur, changement d'identité. Alors. La réponse
Ça sera pas nécessaire le timer. La réponse, c'est qu'il y en a pas. Il y en a pas qui sont obligatoires. Puis pourquoi je voulais te faire cet exercice-là aujourd'hui? C'est parce qu'on a puis ça, c'est un problème avec la santé mentale en général. On a dans l'inconscient collectif, on a une image typique des troubles. Fait que je vais prendre l'exemple, je vais faire une vieille référence parce que je suis vieille, avec le film Rain Man, dans lequel la personne, le personnage principal, souffrait d'autisme sévère et il mémorisait des numéros dans le bottin par cœur et tout et tout. Et il y avait un retard intellectuel, puis il y avait de l'autisme sévère. On a gardé dans l'inconscient collectif cette image-là des personnes autistes. Puis, moi, je peux te dire, j'évalue au quotidien des femmes adultes avec, par exemple, une douance puis de l'autisme. C'est un profil complètement, mais complètement différent de cette image-là qu'on s'est fait de l'autisme. Bon côté de l'Internet puis de la santé mentale qui est de mieux en mieux connue de nos jours, c'est que ces espèces d'archétypes-là de santé mentale sont de moins en moins rigides. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que dans le TPL, c'est pas vrai. Les gens ont vraiment une image d'une personne qui est extrêmement intense, qui est toujours en colère, qui serait tous ces 9 critères-là à côté dans le tapis. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais il y a plein d'autres personnes avec le TPL, avec des critères différents. Puis tu peux imaginer, Jessica, j'ai un morceau de robot, oui. Tu peux imaginer comment une personne, mettons, qui aurait le critère de l'abandon, mais pas le critère de la colère, par exemple, puis une autre personne qui aurait le critère de la colère, mais pas celui de l'abandon, comment ça donne des profils différents. Ça, c'est en rajoutant à tout ça tous les traits de personnalité, de tempérament, les expériences de vie, les schémas de pensée, ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Bref, il n'y a pas une personne avec le TPL qui est identique aux autres. OK? C'est vraiment varié les différents profils. Maintenant, on va parler de comment on se sent à l'intérieur. C'est compliqué. Donc, on va traverser chacun des critères, donc du 1 au 9, en te donnant des exemples un peu cliniques ou de comment on peut le vivre à l'intérieur. Notamment, je voulais un peu te valider si tu as un TPL pour dire c'est normal que tu ressentes ça, puis c'est attendu, mais aussi pour les gens qui n'ont pas de TPL et qui sont soit des intervenants, qui sont intéressés par le sujet ou encore qui sont en relation intime avec des personnes qui ont un TPL pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comment on se sent à l'intérieur quand on a le critère de l'abandon? Dans ta tête, dans ton cœur, dans tout ton corps, tu es convaincu que les personnes que tu aimes vont toujours finir par t'abandonner, puis ça fait terriblement mal. C'est comme si c'était impossible pour toi d'envisager l'idée de survivre sans cette personne-là, si elle t'abandonne. Donc, quand il arrive des signes d'abandon, tu n'es plus capable de rationaliser. Tu sais, dans le fond, tu sais que la personne t'aime, qu'elle ne te quittera pas, qu'elle ne t'abandonnera pas, mais quand ça arrive, puis que c'est déclenché à l'intérieur de toi, là, il n'y a plus de rationalisation qui se passe. Les indices ou les signes qui te font croire à un abandon, bien ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Ça peut être des abandons réels, il y en a vraiment des abandons dans la vie, un ami qui ne te parle plus, un parent, un membre de ta famille qui t'exclut, un conjoint qui te quitte, un patron qui te congédie, mais c'est beaucoup plus que ça, la crainte de l'abandon. C'est quand, par exemple, pour certaines personnes, je vais te donner des exemples, quand ton conjoint texte pendant plusieurs minutes, puis là, tu vas t'imaginer qu'il est en train de parler à une autre fille puis qu'il va te quitter. Pour d'autres personnes, c'est quand leur partenaire part travailler ou fait une sortie avec d'autres personnes. Pour d'autres, c'est quand une personne te parle un peu bête ou sec. Pour d'autres, c'est quand leur ami ne répond pas assez vite au texto. Ou d'autres qui font des erreurs puis là, s'imaginent que le patron va les congédier, par exemple, ou que leur ami ne leur pardonnera jamais. Quand tu as ce critère-là, tu vas faire des efforts effrénés pour éviter ces abandons-là, puis cette portion-là aussi varie d'une personne à l'autre. Fait que tu peux, par exemple, rejeter toi-même la personne avant qu'elle t'abandonne. Tu peux supplier l'autre pour pas qu'elle t'abandonne. Tu peux aussi être super irritable, surveiller l'autre, le suivre, checker son cellulaire ou devenir super mielleuse puis serviable. Mais peu importe les comportements qui sont propres à toi, le point, c'est que tu es littéralement prête à tout faire pour ne pas souffrir de cet abandon-là. Évidemment, ça t'amène à faire des comportements qui peuvent être vraiment nuisibles et pour toi-même et pour l'autre ou pour ta relation avec les autres. Puis souvent, quand tu fais des comportements comme ça, en plus, tu te détestes profondément, tu t'en veux, tu voudrais t'empêcher de faire ça, mais quand ça arrive, tu n'es pas capable.
Donc, ça peut être vraiment difficile pour la personne qui vit ça, mais ça peut être difficile aussi pour les personnes qui sont en relation avec cette personne-là. Le deuxième critère, c'était l'instabilité dans les relations. Donc, ce qui se passe avec, ce qu'on observe souvent dans le TPL, c'est ce qu'on appelle le clivage en psychologie. C'est-à-dire que sur un continuum de toutes les possibilités, il y a noir à un bout, puis il y a blanc à l'autre. Il y a une panoplie d'1 million de couleurs entre les deux. Mais quand tu as un TPL, souvent, c'est tout noir, tout blanc. Donc, dans les relations, ça se passe souvent comme ça quand on a ce critère-là. Tu peux passer d'adorer une personne à l'haïr très souvent, très intensément, puis parfois même très rapidement. Donc, ça peut dépendre de tes humeurs, de ce que l'autre personne a fait ou a dit, mais de plein d'autres paramètres comme est-ce que tu as d'autres troubles, est-ce que tu es fatigué, est-ce qu'il y a des problèmes hormonaux ou des stress environnants dans ta vie. Et là, quand il arrive ce paquet de facteurs-là ensemble, bien là, tu te mets à détester la personne tout d'un coup. Puis même que c'est tellement intense que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ça te fait ça. Si, par exemple, c'est ton partenaire de vie avec qui tu habites, puis tout d'un coup, tu te mets à le détester, tu deviens irritable, tu vas avoir toutes sortes de comportements néfastes, puis prendre des décisions que tu regrettes ensuite. Les personnes que tu aimes, tu les aimes vraiment beaucoup. Tu les idéalises même en imaginant ou en te disant qu'ils sont parfaites, qu'ils sont des dieux, des déesses, qui sont sans défaut. Puis dans une même journée, tu peux parfois passer de les adorer à les détester, puis les adorer, puis les détester, puis ainsi de suite. Puis ça, ces pensées-là, puis ces émotions-là, c'est vraiment intense, c'est vraiment souffrant. Puis ça t'amène aussi à avoir des comportements qui sont nuisibles pour toi-même, puis que tu regrettes, puis qui sont vraiment nuisibles aussi pour tes relations. C'est le temps d'une gorgée. Le troisième critère, c'est le changement, les changements fréquents aussi dans la perception de soi-même. Dans ce critère-là, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a la plupart des gens qui ont un TPL ont vécu des choses difficiles durant l'enfance. Donc, il y a souvent eu des besoins affectifs non répondus qui ont créé des souffrances puis des schémas de pensée dysfonctionnels. On va les revoir un petit peu plus tard. Mais en gros, tu n'as pas eu l'espace puis l'accompagnement nécessaire pour pleinement développer ton identité. Tu n'as pas appris à te connaître, puis surtout à t'aimer pour qui tu es profondément à l'intérieur. Puis quand on ne sait pas on est qui, puis qu'on n'a pas eu la place pour développer cette identité-là, ben, on a une identité qui est instable. Ça va varier d'un jour à l'autre selon tes humeurs, les événements, d'autres facteurs, tes émotions, tes relations. Puis comme avec le critère numéro 2, ben, tu es instable puis ça switch très rapidement à l'intérieur d'une même journée. Des fois, tu as confiance en toi, en tes capacités. Parfois, tu taillis, tu n'as plus du tout confiance, tu regrettes tes comportements, tu trouves tous les défauts du monde, puis tu es super dur puis dévalorisant envers toi-même. C'est vraiment souffrant, puis aussi cet aspect-là est vraiment inquiétant puis amène vraiment un grand sentiment d'impuissance. Le quatrième critère, c'était l'impulsivité dans au moins 2 domaines. J'en reviens aux 3 premiers critères qu'on vient de voir. Si tu as ces critères-là ou un de ces critères-là, ça amène beaucoup de souffrance, que tu aies peur de l'abandon ou que tes relations soient instables ou que ta perception de toi-même, c'est dur, ça fait mal. Puis c'est connu, hein, quand les êtres vivants ont trop de souffrance, ben, ça enclenche des mécanismes de défense. Heu, Tu sais comme moi qu'il y a 3 manières de réagir face à un danger, face à une souffrance, c'est que tu peux soit fuir, tu peux contre-attaquer ou tu peux capituler. Ben, la consommation, c'est un mécanisme de fuite. Ça te permet de soulager puis de détourner la souffrance. Mais ce côté-là d'impulsivité, c'est beaucoup plus que juste un mécanisme de défense pour arrêter de souffrir. On va en parler un petit peu plus loin, mais il y a une partie neurologique qui est impliquée, dont la structure de l'amygdale puis du cortex préfrontal qui sont impliqués dans l'impulsivité, puis dans la consommation. Puis quand on a cette impulsivité-là, des fois, la consommation est quasi automatique. Aussi, ben, avec les changements d'humeur rapides et intenses, des fois, ça nous amène vraiment à consommer de manière impulsive, comme sur un coup de tête, finalement. Oui, aussi, c'est que dans le fond, par rapport à ça, c'est qu'avec le TPL, il y a un grand effet qui est sur nos hormones du bonheur. Puis la recherche de consommation puis de comportements dangereux, ça va être une recherche souvent pour te générer des hormones du bonheur. Fait que c'est connu, certaines drogues, l'alcool, des médicaments, des fois des sensations fortes vont générer de l'adrénaline, de la dopamine, de la sérotonine. Fait qu'il y a une recherche aussi de plaisir puis d'intensité là-dedans. Le numéro 5,
c'était les idées suicidaires, puis l'automutilation. C'est le critère que je trouve, qui est le plus souffrant. Dans le fond, quand tu en arrives là, tu as envie de mettre fin à ta souffrance quotidienne. Tu es dans un désespoir ultime, puis tu as aucune idée autre de comment faire pour t'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui propagent le préjugé comme quoi ça serait de la manipulation. C'est totalement faux. Souvent, la personne est terrorisée à l'idée de ne pas réussir ou d'être abandonnée, puis voit absolument aucune solution à sa situation. Tous les critères, quand on en a 5, 6, 7, 8, 9, s'entre-influencent entre eux, puis rendent la situation pire, puis souvent vont enclencher un paquet d'autres impacts. On va voir tantôt les impacts dans la vie d'une personne qui en souffre. Puis il arrive un moment donné, des fois, que les gens ont beaucoup de désespoir. En réalité, quand une personne a des gestes ou des propos suicidaires, c'est un cri d'alarme tout le temps. Souvent, la personne a utilisé plein de moyens, puis ça n'a pas marché. Et pourtant, il y a d'autres solutions, puis on peut s'en sortir avec de l'aide. C'est un passage fréquent chez les gens qui ont le TPL, puis c'est normal, mais l'important, c'est de absolument pas rester seul avec cette souffrance-là, parce qu'avec autant de douleurs, puis toutes les autres conditions aussi, des fois, euh, qui accompagnent le TPL, mais avec la médication, la consommation, on voit plus clair. On voit plus clair, puis là, ça devient la seule solution qu'on a, mais c'est pas vrai. Il y en a d'autres solutions. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème qui est temporaire, même si en ce moment, tu n'es pas capable de voir comment tu pourrais t'en sortir. Dans ce critère-là, il y a aussi l'automutilation. Puis l'automutilation, c'est, outre être un comportement de se faire du mal, hein, d'auto-sabotage, d'autodestruction, c'est aussi une manière de déplacer la douleur. Donc, si je souffre partout dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, puis que je me coupe au bras, par exemple, je vais déplacer mon attention sur une autre souffrance. Donc, il y a une espèce de soulagement. Et le problème avec la mutilation, en plus, c'est que ça crée un phénomène d'addiction parce qu'une fois qu'il y a eu de la douleur, quand ton cerveau t'a annoncé attention, attention, il y a du danger, il y a de la douleur, il y a une blessure ici, il produit des endorphines. Les endorphines, je me rappelle d'un truc mnémotechnique que j'avais eu au baccalauréat, elles sont fines car elles t'endorment. Donc, les endorphines vont vraiment amener une espèce d'apaisement puis de soulagement après les mutilations qui font en sorte qu'on devient un peu addict. Dans le TPL, on va parler tantôt des différentes parties de nous, puis ça, c'est pas juste dans le TPL, c'est chez tous les êtres humains, mais on va en parler dans le cadre du TPL. Ce qu'il y a de particulier avec les différents personnages qui habitent à l'intérieur de toi, c'est qu'on a souvent dans le TPL une grosse partie critique qui déteste, qui te juge, qui te fait du mal, qui veut t'autodétruire. Ça devient comme une espèce d'automatisme. Puis les gestes suicidaires ou d'automutilation euh, sont souvent motivés par cette partie critique-là d'autodestruction. Dans les deux cas, suicide, mutilation, c'est la réponse à une souffrance que tu ne sais plus comment gérer. C'est des mécanismes de défense, mais on va se le dire, ça ne fonctionne pas parce que les besoins affectifs qui ont en dessous de cette souffrance-là, par exemple d'être aimé, d'être entendu, d'être en sécurité, ben, en te détruisant comme ça, ne sont toujours pas réglés. Ça te fait du tort, puis ça en fait aussi à ceux qui t'aiment, puis la réalité, c'est qu'il y a d'autres solutions même quand on ne les voit pas. Maintenant, le critère numéro 6, c'était de l'instabilité dans les humeurs, euh, puis des émotions intenses. C'est le côté vraiment intense puis changeant des émotions qu'on a à l'intérieur d'une même journée. D'ailleurs, il y a longtemps eu, pendant plusieurs années, des mauvais diagnostics qui étaient posés auprès des personnes qui ont un TPL. On les diagnostiquait comme bipolaires parce qu'on disait, ah, ben, on change souvent d'humeur dans la bipolarité. C'est pas vrai. Dans la bipolarité, c'est des longues phases de dépression, puis des courtes phases de manie, parce que tu es hyper actif puis hyper motivé, puis ensuite des moments plus neutres ou d'autres phases de dépression. Alors que dans le TPL, les changements d'humeur sont intenses, ils sont rapides. Parfois, tu as plusieurs émotions différentes en quelques minutes. Okay? On observe souvent chez les personnes qui ont un TPL une hypersensibilité, une hyperréactivité aux émotions. On va en reparler tantôt dans l'amygdale, dans le cerveau, comment c'est affecté neurologiquement, je vais dire comme ça. Mais donc, ça amène des changements d'humeur qui sont fréquents, qui sont intenses, mais surtout qui sont incompréhensibles, ce qui fait en sorte que c'est vraiment dur pour toi à gérer, puis pour les gens autour de toi aussi. C'était vraiment souffrant.
Le critère numéro 7 maintenant, c'était, par rapport au sentiment chronique de vide. Donc c'est un sentiment celui-là aussi, c'est un sentiment qui est vraiment très, très, très souffrant, déstabilisant, puis inquiétant même pour les personnes qui le vivent. Les gens avec qui j'ai travaillé, les patients avec qui, j'ai travaillé en thérapie m'ont souvent décrit que ce sentiment-là, il se trouvait ici, hein, tu sais, entre le corps et la tête. Ça fait comme un creux, comme une espèce de vide, dans le ventre ou dans la poitrine. Puis moi, j'identifie 3 raisons principales à ce vide intérieur-là. La première, c'est en lien avec l'identité. Donc, tantôt, on a parlé de l'identité qui est pas complète. Quand on ne sait pas profondément on est qui, puis qu'on change tout le temps de relation, d'intérêt, de domaine d'études, d'emploi, et cetera, c'est comme une espèce de partie incomplète à l'intérieur de nous. La deuxième raison qui provoque le sentiment chronique de vide, c'est la déconnexion, comme un mécanisme de dissociation. D'ailleurs, c'est un mécanisme qui a souvent pris naissance durant la petite enfance. Un enfant qui a eu des différentes formes d'abus, mais ça peut être aussi de la négligence ou des besoins affectifs et des hypersensibilités sensorielles hyper intenses. Il ne sait pas comment gérer ça. Puis si le cerveau il est bien fait, il va créer comme une espèce de coupure, comme une espèce de dissociation que tu ne ressens plus. Le problème, c'est que quand tu es plus en connexion avec ce que tu ressens profondément dans ton corps, dans ton ventre, ben ça crée un vide, puis c'est difficile à combler. Le 3e, la 3e raison pour laquelle on peut ressentir un sentiment de vide chronique, c'est le fait de ne pas avoir été nourri, en termes d'expression de soi, d'amour, d'affection. On se sent comme s'il nous manquait quelque chose qu'on a vraiment envie de combler et que d'ailleurs, on voit dans les autres critères, on peut le combler de toutes sortes de manières. Donc, avec nos nouvelles relations, avec la consommation, avec l'intensité dans ce dans quoi on s'implique finalement. Le critère numéro 8, c'était des colères intenses. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup d'explications, là, ça parle de soi-même. Dans le fond, c'est un aspect qui est vraiment important puis qui est fréquent. J'ai vu quelques patients, quelques patientes qui n'avaient pas le critère de la colère. Mais finalement, en travaillant pendant quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait une colère qui était très, 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 très refoulée. Mais bon, l'aspect de colère intense qu'on parle au critère 8, c'est vraiment plus une colère intense qui va être démesurée en fonction de si t'es arrivé à un événement mineur ou quelqu'un t'a dit quelque chose de minime, mais ça t'a fait vraiment sauter une coche, comme on dit. Quand on regarde les critères qu'on vient toutes de regarder, quand tu souffres de tout ça, c'est assez normal aussi d'être en colère. Et il y a l'amygdale qui est impliquée là-dedans. Euh, puis, voilà, la colère est très prenante, très intense. Puis souvent, les gens qui sont en relation avec les personnes qui ont le critère de colère ont beaucoup de difficultés à comprendre, puis même toi, quand tu es happé par cette colère-là. La réalité, c'est que souvent, c'est d'autres émotions qui sont cachées en dessous, par exemple de l'anxiété, de la tristesse, de la peur de l'abandon, mais qui va sortir en colère de manière très, très impulsive et intense. Le mode critique, donc la partie qui te juge, qui te dévalorise, qui écrase tes besoins, tes désirs, évidemment, ça génère aussi beaucoup de frustration, de conflits internes puis de colère à l'intérieur de toi parce que cette partie-là de toi, je vais en parler plus loin, mais fait en sorte que tu ne réponds pas à tes besoins affectifs. Enfin, le 9e critère, c'était les idées de persécution. C'est intéressant, puis la dissociation. Dans le DSM, ils l'ont mis dans le même critère. Moi, je ne serais pas étonnée qu'éventuellement, ces 2 critères-là seraient séparés dans une nouvelle version du DSM parce que c'est 2 choses différentes. Par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est que les idées persécutoires puis la dissociation sont en lien avec des événements hyper stressants qui sont arrivés. Donc, c'est le point commun entre les 2. Dans la première, donc la dissociation, c'est-à-dire les idées de persécution, excuse. Souvent, on a l'impression que les autres t'en veulent, tu sais, puis qu'ils veulent te faire du mal. C'est souvent des idées qui sont associées au schéma méfiance-abus. On parlait tantôt du développement des schémas de pensée. Souvent, la personne a vécu une forme ou une autre d'abus de l'autorité quand elle était enfant. Ça peut être avec les parents, mais ça peut être avec d'autres gens. Des formes de violence, de négligence, de dévalorisation. Mais en gros, tu adoptes l'idée que les autres sont dangereux. En cas de crise, en cas de gros stress intense, bien, ça déclenche ton schéma de méfiance. Puis là, tu te mets à soupçonner, à te sentir attaqué, persécuté. Tu ressens le profond besoin de te protéger, des fois en fuyant les relations, d'autres fois en contre-attaquant dans tes relations. Mais tu t'imagines bien comment tout ça peut te faire sentir aussi encore plus en colère. Le deuxième, c'est la dissociation.
On a parlé un petit peu au critère numéro 7 avec le sentiment de vide, mais dans le critère numéro 9, quand on donne ce critère-là au diagnostic, c'est que là, il y a une connexion encore plus grande qui se fait entre je veux dire, le corps et la tête, et c'est un réflexe dissociatif. Donc, on va l'observer souvent dans l'enfance très tôt, quand il y a eu de la négligence affective, quand il y a eu des traumatismes, quand il y a eu de la violence, où le corps vraiment habitué a pris le réflexe de couper d'avec la tête parce que ça fait trop mal. Dans le cas des dissociations, des fois, ça peut être vraiment, vraiment intense puis dangereux. Quand on souffre du trouble stress post-traumatique ou les traumas complexes, ben, on peut voir la dissociation qui s'est installée suite à un trauma. Donc, ça peut arriver plus tard là, dans la vie de la personne, mais on observe souvent que ça se passe dans la petite enfance. Plus sentir, dans ton corps, comme si tu étais, dans la brume ou dans un rêve, comme si tu étais plus là, comme si tu étais en dehors ou au-dessus de ton corps. Pour d'autres personnes, la dissociation, c'est de se sentir comme plus dans la réalité, comme si le temps était ralenti ou accéléré, plus connecté avec les gens, la planète, le temps. Certaines personnes vont même jusqu'à avoir des blackouts. Je me rappelle de patients avec qui j'ai travaillé qui se réveillaient de dissociation ailleurs. Et là, on se demandait comment ils avaient déplacé leur corps. Inutile de dire que quand c'est à ce niveau-là, la dissociation, c'est très grave, c'est dangereux. Euh, Ça prend de l'aide urgente. Des fois, on va utiliser une médication, on va en reparler un petit peu plus tard, mais clairement, ça prend un traitement avec un plan d'urgence, puis une espèce de plan où tu avertis les gens, puis que tu commences à faire l'identification des red flags qui font en sorte là, que tu t'en vas vers un état dissociatif parce que ça peut être dangereux. Des fois, en faisant ça, ben, c'est comme si la switch était allumée puis que là, la dissociation se faisait de manière automatique puis incontrôlable. Pour la personne qui vit ça, tu peux te douter à quel point c'est paniquant, c'est épeurant, c'est dangereux. On sent un sentiment vraiment d'impuissance. Tu n'es plus en contrôle de ton corps. Mais pas de panique, ça se traite. Il y a des gens avec qui il y avait le symptôme extrêmement sévère qu'on a réussi à complètement arrêter les états dissociatifs. Maintenant, j'ai le goût de te faire participer, j'ai le goût de te demander, là, je vais revenir sur les commentaires, on a juste 130 nouveaux, ça va bien. Je vais te poser la question suivante. Donc, si tu souffres du TPL, dans les symptômes qu'on vient de parler, quel est le symptôme le plus souffrant pour toi? Évidemment, tu n'es pas obligé de partager, c'est vraiment à ta guise. Pour les personnes qui sont ici ce soir, qui sont en relation avec une personne qui a un TPL, qu'est-ce que tu trouves qui est son symptôme le plus souffrant à la personne avec qui tu es en relation? Puis si tu n'es pas en relation avec une personne qui a un TPL puis que tu n'en as pas, donc un intervenant, quoi que ce soit, si on se met à la place d'une personne qui a un TPL, quel serait le symptôme le plus souffrant selon toi? Là, je vais juste revenir un petit peu plus haut pour que tu puisses voir, puis je te laisse réfléchir pour une petite minute. Le vide intérieur, ça revient souvent, puis pas juste ici ce soir, là, dans ma pratique clinique, les patients me l'ont nommé souvent. Ben oui, le désespoir, la perception de soi. Mmh, beaucoup de souffrance, hein? L'impulsivité, ça peut être tellement dangereux. C'est peurant quand on perd le contrôle de notre corps, que ce soit dans n'importe quel de ces symptômes-là, on peut perdre le contrôle. Et j'ai vu des gens détruire du matériel parce qu'ils étaient terrorisés d'être abandonnés puis que ça avait enclenché une colère épouvantable. J'ai vu des gens se mettre en grand, grand, grand danger avec la dissociation, les idées suicidaires, les idées persécutoires aussi. Tu as un niveau de paranoïa que si tu as consommé, puis tu as pris une médication, puis tu n'as pas dormi depuis 2 jours, puis ça peut devenir assez dangereux. Merci, hein. On est toujours 400 sur le webinaire, c'est le fun. Merci, merci. On va continuer. Donc, aujourd'hui, faute de temps, parce que là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, je vais avoir le temps de tout couvrir. Tu sais, genre, on est à la slate 15, puis j'en ai 45. Fait que, hein, je ne vais pas te donner des exemples de chacun des impacts, mais le TPL puis tous les critères diagnostiques dont on vient de parler, toutes les souffrances, toutes les ouch qu'on peut vivre quand on a un TPL, ça affecte toutes les sphères de ta vie. Puis, tu sais, quand on pense à, mettons, moi, j'ai déjà eu, pendant une période de vie, j'avais un trouble anxieux, trouble panique. Quand j'étais dans une situation, mettons, en auto ou dans une situation X, Y, Z, mon trouble panique s'activait, puis là, ça devenait vraiment très souffrant et prenant. Le reste du temps, ça allait. Ou encore le TDAH.
Quand j'avais à étudier les très, très longs textes plates en anglais écrits sur petit de même, mon cerveau buggait, puis j'avais vraiment beaucoup de misère à me concentrer sur le texte. C'était souffrant dans ce contexte-là, mais le reste de mes relations ou de ma vie allait bien. Mais quand on a un TPL, ça affecte toutes les sphères de notre vie. Puis c'est présent partout, puis presque tout le temps quand on est au pire, parce que ça peut vraiment aller mieux, mais il y a des moments où c'est vraiment très difficile. Fait que ça va toucher l'identité puis l'estime personnelle. Ça va toucher l'hygiène de vie, parce que quand ça va très, très mal, c'est dur d'avoir une bonne qualité, une bonne hygiène de sommeil, d'alimentation, de faire de l'exercice, de relaxer, de méditer. Ça touche la consommation, ça touche les relations amoureuses, familiales, amicales, au travail. Ça touche ta carrière, hein, ton orientation professionnelle, tes études. Puis, ça engendre des grands risques ou une certaine dangerosité. J'avais envie de te partager au moins un de ces impacts-là. Donc, j'ai choisi la conso pour te montrer à quel point juste cet impact-là peut amener des effets négatifs dans la vie de la personne. Fait que la conso, ça fait en sorte que tu vas parfois, avec l'alcool, avec certaines drogues, avoir une plus grande désinhibition de tes émotions, avoir plus de colère, plus de rage, plus de conflits avec les autres, évidemment plus de difficultés à gérer tes émotions. Ça peut t'amener à commettre des crimes ou à te mettre dans une situation où on commet un crime, des agressions. Ça peut t'amener à un dossier criminel. Ça peut t'amener à causer des accidents ou à te mutiler. Ça peut augmenter l'impulsivité, puis ça, c'est neurochimique, ça se passe dans ton cerveau. Le sevrage, c'est souffrant, puis même que dans certaines substances, le sevrage drastique, c'est danger, même danger de mort. Euh, Ça peut causer vraiment un phénomène d'addiction, puis dans le phénomène d'addiction, il y a un phénomène d'accoutumance, donc on s'habitue aux substances, on en veut toujours plus, puis on se met en danger. Ça aggrave l'anxiété dans la plupart des cas, même si tu as l'impression, par exemple, que quand tu bois, ouf, ton anxiété qui est tout le temps dans le tapis, elle tombe, ou quand tu fumes du THC, par exemple, ça fait l'effet sur le coup, mais quand on étudie le cerveau à plus long terme, c'est le contraire. Ça provoque un stress intense sur le corps, puis ça augmente le risque suicidaire. Là, je n'ai pas mis la statistique. D'ailleurs, les références, toutes les références, les livres, tout ce que j'utilise, je lis des tonnes d'études sur le TPL. Ça va tout être disponible dans la feuille de ressources que je vais pouvoir t'envoyer après le webinaire. Donc, tu vois-tu comment un seul des impacts qu'on a parlé ici, bon, évidemment, on a parlé juste de ça. Comment ça peut amener du danger et de la souffrance dans la vie de la personne. Je pense que ça dit à quel point c'est un trouble difficile, le TPL, puis souffrant. Quelques stats, j'ai mis quelques stats pour te mettre au courant des dernières études. Donc, j'ai fait des recherches récentes dans les études scientifiques solides. Hey, on ne voit plus. Haha, I'm back. Oui, donc encore là, les études que j'utilise dans les statistiques que je te présente, je les ai toutes mis dans mon document de ressources. Donc, tu vas tout pouvoir aller lire ça par toi-même puis interpréter ça toi-même. Première stat, dans la population générale, quand on regarde dans le DSM, qui est quand même assez vieux, on parle de 1 à 3 mais quand on regarde les études plus récentes, on va dire que ça va plus vers le 6. En fait, en réalité, probablement qu'on va se rendre compte au cours des 5, 6, 10 prochaines années qu'il y a beaucoup plus que 6 parce que il y a plein de diagnostics qui ne sont pas posés. DX, ça veut dire diagnostic en passant. Ensuite de ça, au niveau du diagnostic homme-femme, le DSM va dire, bon, il y a 75 des diagnostics qui sont pour les femmes, puis 25 sont pour les hommes. C'est-tu vrai? Non. Moi, ma constatation, après plusieurs années de clinique, de thérapie, puis d'évaluation diagnostique, c'est que le profil des hommes avec un TPL, il est très différent du profil des femmes pour la plupart du temps. Mais c'est surtout qu'on a tendance, encore là, tu sais, tantôt je parlais d'un petit peu l'archétype, l'espèce de version dans l'inconscient collectif qu'on a du TPL, puis on voit tout de suite une femme qui est bien intense, puis blablabla. Fait que déjà en partant, il y a un réflexe moins automatique de diagnostiquer les hommes. Pardon. Mais en plus, ça donne lieu à toutes sortes de profils différents. Donc, j'ai vu des hommes avoir un diagnostic
d'addiction aux substances, de troubles intermittents explosifs, de dépression, de troubles anxieux. Puis là, finalement, quand on faisait une enquête approfondie, quand on faisait une évaluation diagnostique vraiment élaborée, oups, finalement, c'était un TPL qu'il y avait. Donc, moi, je pense que cette stat-là, 75-25, va changer avec les prochaines années. Maintenant, quand on regarde les autres troubles, on appelle ça des comorbidités. Donc, les autres troubles qu'on peut avoir en même temps qu'un TPL, on va dire que jusqu'à 80 des personnes qui ont un TPL ont un autre trouble ou plusieurs autres troubles. Donc, dans le TDAH, on va dire qu'il y a 35 des personnes qui ont un TPL qui ont également un TDAH. Pour les troubles alimentaires, c'est jusqu'à 65. Pour ce qui est des traumatismes, c'est difficile à établir parce qu'il y a la version du DSM qui parle des traumatismes. Mais les traumatismes, c'est beaucoup plus qu'avoir vécu des événements graves qui menacent ta vie, des abus, des crimes, des agressions, des accidents ou des cataclysmes naturels. Les traumatismes, c'est aussi des traumatismes psychiques. Puis ça, pour chaque personne, c'est différent. Fait c'est difficile à établir. C'est pour ça que dans la méta-analyse que j'ai regardée, donc une analyse qui réunit plein d'études scientifiques, on observait que dans toutes les formes de trauma qu'on peut avoir, dans le fond, pratiquement tout le monde a vécu une forme de trauma ou une autre. Pour ce qui est du TSPT, qui est dans le fond le trouble du stress post-traumatique. Donc, c'est quand tu as vécu un traumatisme, mais qu'en plus, tu as développé le trouble qui vient avec. Là, j'en parlerai pas trop en détail, mais on parle de 30 à 70 des gens qui ont un TPL vont obtenir un diagnostic à un moment ou à un autre de TSPT dans leur vie. Au niveau des troubles anxieux, hein, c'est jusqu'à 88 Puis au niveau de la dépression, c'est jusqu'à 83 Puis ces dernières statistiques-là sont vraiment récentes. Donc, comment on le développe? Il y a plusieurs facteurs de risque, mais ce qui est important de retenir, c'est que dans le cas d'un trouble de santé mentale, puis encore plus quand il s'agit d'un trouble de la personnalité qui est extrêmement complexe, puis avec plein de différents paramètres, c'est très difficile. Tu sais, c'est comme je sais pas moi, une soupe au poulet avec 48 ingrédients. Une fois qu'elle est prête, ta soupe, c'est difficile en Moses de commencer à tout décortiquer puis enlever les ingrédients pour les identifier. C'est la même chose pour identifier dans un être humain adulte, complexe, qui a des millions de paramètres, c'est quoi qui a causé ce trouble-là. Il n'y a pas de cause précise. Par contre, au fil des dernières années, des dernières études, on a observé des facteurs de risque qui reviennent à répétition quand on fait des investigations auprès des personnes qui ont un TPL. Donc, ce qu'on observe, c'est dans les environnements qui sont extrêmement stricts, durs, exigeants, on observe souvent le développement du TPL. Dans le cas de troubles de personnalité chez le parent ou que le parent a des schémas sévères. Attention, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le parent a un trouble de la personnalité qu'il ne connaît pas ou qu'il ne traite pas, qu'il ne va pas chercher d'aide ou qu'il a des schémas très souffrants, par exemple d'abandon, bien, il va se comporter, il va parler, il va avoir des attitudes, sa manière de rassurer, d'aimer, d'interagir avec son enfant vont être affectés par ça. Donc, c'est dans cette optique-là. Quand l'enfant a eu des expériences invalidantes au niveau émotionnel à répétition, quand il y a eu, évidemment, quand il y a eu des traumatismes psychiques ou sexuels, physiques ou psychologiques, ça, c'est l'aspect un petit peu plus génétique, OK? L'aspect du tempérament labile, OK, c'est qu'il y aurait une différence quand on vient au monde dans l'amygdale, OK? Donc, il n'a pas été établi encore qu'on peut venir au monde avec le TPL. C'est tout simplement un critère. Donc, quand on a une amygdale différente, un tempérament labile, très intense et réactif aux émotions, bien, ça contribue à ce qu'on puisse développer le TPL. Est-ce que si j'ai une amygdale très sensible, je développe automatiquement un TPL? Absolument pas. Il y a un paquet de gens qui sont intenses émotionnellement et qui n'ont pas un TPL. Puis, quand il y a un manque d'amour, de chaleur, de compréhension durant l'enfance. Mais ce qu'on observe le plus souvent dans les études les plus récentes qui ont dit, est-ce que développer un trauma, c'est automatiquement un TPL? Est-ce que toutes les personnes qui ont un TPL ont un trauma? Bref, c'est quoi qui fait qu'on développe, on a plus de chances de développer un TPL? Ben, c'est des expériences d'invalidation. Quand l'enfant est invalidé à répétition. Non, pleure pas pour ça, ou t'es donc bien faible de pleurer, voyons donc, il n'y a rien là, va dans ta chambre, tu as de la colère, je veux rien savoir. Bref, que les émotions ne sont pas du tout discutées, accueillies, validées, et même que l'enfant peut vivre des punitions ou recevoir
avoir un danger, dans le fond, pour le fait d'avoir des émotions, des valeurs, des désirs, des besoins. D'autres faits sur le développement du TPL, toutes les personnes avec un TPL n'ont pas nécessairement vécu un abus et toutes les personnes qui ont vécu n'ont pas nécessairement un TPL. Donc, on se demande qu'est-ce qui fait, tu sais, qu'on développe le TPL. Parmi les facteurs que je viens de te nommer, il y a aussi les expériences d'abandon qui peuvent créer un traumatisme psychique, donc qui peuvent influencer au développement du TPL. Puis l'abandon, tu sais, on a tendance à dire: «Ah ben moi, je ne veux pas être abandonnée, tu sais, ma mère était vivante quand j'étais petite, mon père n'a pas quitté le foyer familial». OK, tu n'as pas été abandonnée physiquement par l'un de tes parents. Mais qu'est-ce qui peut générer une expérience d'abandon chez une personne quand un parent préfère l'autre enfant, quand le parent est très instable émotionnellement, des explosions de colère inattendues ou une grande tristesse, le parent pleure tout le temps sans se contrôler, ou encore quand l'enfant a été négligé en termes d'affection, d'amour, de câlin, de présence, de chaleur, ou quand il y a de la consommation dans le foyer, quand les parents sont alcooliques et qu'à tout moment, ils peuvent être sous. Tout ça pour te dire qu'un enfant, un petit enfant, plus petit il est, puis plus vulnérable il est, right? Quand il y a un risque que la personne qui est en charge de le protéger, de l'aimer, d'assurer sa sécurité, représente un danger, l'enfant est abandonné. Puis c'est viscéral. Parce que si tu laisses un bébé de 6 mois tout seul dans le bois, il va mourir, là. Si ton parent ne t'aime pas puis il ne t'investit pas, il y a quelque chose de viscéral dans ton corps, puis ça, c'est même pour tous les animaux aussi, tu vas vraiment penser que tu es abandonné. Fait que cette instabilité-là dans l'humeur ou la préférence pour un autre enfant dans le foyer ou la consommation extrême, dans ces moments-là, le parent est en train d'abandonner son enfant. Donc, quand cette expérience-là est vécue par l'enfant de manière répétée, ça crée un abandon. Le tempérament labile, donc on va parler tantôt de la différence dans l'amygdale, quand les parents écoutent juste les émotions quand elles sont intenses. Fait que, tu sais, admettons, le parent, il n'écoute pas, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Tu demandes: «Maman, je suis triste, maman, j'ai peur, maman, je me fais intimider à l'école, maman, maman, maman». Puis tu es invalidé, tu n'es pas écouté, tu n'es pas écouté, tu n'es pas écouté. Puis là, à un moment donné, il arrive une situation, puis là, tu fais une crise de bacon, puis là, tu cries, puis là, tout d'un coup, on devient tout mielleux puis tout gentil avec toi. Ah, là, ton petit cerveau d'enfant fait comme: «Ah, OK, c'est ce level d'émotion-là qu'il faut que j'aille pour être enfin entendu». Fait que ça peut influencer au développement. Des fois, c'est les parents qui sont comme ça. Tu vas dire non à ta mère parce que tu n'aimes pas tel ou souper ou tel film, puis là, elle va faire une crise monumentale devant toi. Bien, cette expérience-là de vivre les émotions extrêmement intensément va être enregistrée par le cerveau de l'enfant comme étant comme ça qu'on vit les émotions dans la vie. Dans les environnements familiaux où il y a beaucoup, beaucoup de conflits, de cris, de disputes entre les parents, quand les parents saillissent, il n'y a pas de chaleur, il y a de la dévalorisation entre eux devant les enfants, ça aussi, c'est un facteur de risque. Puis aussi, quand les exigences sont trop élevées. Tu sais, quand ton parent te félicite juste quand tu as 100 pas 98 là, parce que tu aurais pu faire mieux, 100 quand les motivations, pas les motivations, mais les renforcements, puis la valorisation est donnée juste de manière extrinsèque sur des enjeux superficiels et non pas sur qui tu es à l'intérieur. Bien, encore une fois, je le dis, le plus important, ce qui revient le plus souvent, c'est vraiment l'invalidation des émotions. Donc, un cerveau différent. Écoute, imagine-toi donc au début, quand j'ai fait ce PowerPoint-là, j'avais fait des slides sur toutes les structures, l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus, l'hypophyse. Quand tu as un TDAH, tu as une mauvaise notion du temps. C'est mon cas. Fait que quand j'ai pratiqué avec ma belle Laurie, je me suis rendu compte que j'étais rendue au tiers, puis on était rendu à 2 heures. Fait que là, j'ai fait comme, OK, on va couper un petit peu, on mettra ça dans un beau e-book, que d'ailleurs va être disponible sur mon site web bientôt. Fait qu'aujourd'hui, je vais te parler uniquement de l'amygdale. Ce que je veux te dire, c'est qu'on observe dans la neurologie et la neuropsychologie qu'il y a des différences dans les structures du cerveau d'une personne qui a un TPL, dans la structure de l'amygdale, de l'hippocampe, de l'hypothalamus, de l'hypophyse et du cortex préfrontal. Donc, ça change de quoi? L'amygdale, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, l'amygdale, c'est le centre de contrôle des émotions. C'est elle qui va recevoir l'émotion puis qui va faire: «Ah! Qu'est-ce que c'est ça?» Qui va dire c'est un danger ou en tout cas, elle va interpréter l'émotion pour transmettre après aux autres structures de ton cerveau sa signification à cette émotion-là. Ce qu'on observe chez les personnes qui ont un TPL, premièrement, j'ai fait le tour de comme
une cinquantaine d'études sur la neuro avec le scan IRM du cerveau des personnes qui ont un TPL avec toutes sortes de conditions de tests pour voir c'était quoi les différences. Puis ce qu'on observe particulièrement chez le TPS, non seulement l'amygdale est différente, mais elle est particulièrement sensible au stress, à l'anxiété, puis à la peur. D'ailleurs, on observe dans certaines études que l'amygdale est littéralement modifiée. Elle change ses connexions par des traumatismes qu'on a vécus en fonction de la gravité et de la répétition de ces traumatismes-là. Quand ton amygdale est différente, il y a un phénomène de non-habituation aux émotions. OK? Fait que quand tu es un petit bébé, la première fois que tu vis de la peur, ah, c'est donc bien intense, puis là, tu cries, tu pleures, tu fais toute une crise pour obtenir de l'aide, ça te fait très peur. Mais éventuellement, euh, ton cerveau va s'habituer. Là, ce qu'on observe dans l'amygdale des gens qui ont un TPL, c'est qu'il n'y a pas d'habituation, donc les émotions sont toujours vécues aussi intenses. Bon, l'amygdale, ça va affecter l'encodage de la mémoire parce que ça donne un message à tes autres structures pour dire oh, cet événement-là, ce souvenir-là, c'était bien, 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 bien intense. Puis ça va être impliqué aussi dans l'agressivité puis l'impulsivité. Ça enclenche des réactions dans les autres structures de ton cerveau. Puis ce que ça fait, c'est une augmentation de ton cortisol. J'avais envie de te montrer sont où les amygdales dans notre cerveau. Donc, c'est ici, dans une structure vraiment, vraiment archaïque hein, de notre cerveau. C'est deux petites boules comme ça dans le cerveau. J'aimerais que tu me dises tout ce que je viens de te dire par rapport au développement du TPL, mais aussi par rapport au côté neuro des différences. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de voir ça? Puis tu n'es pas obligé de le partager, tu peux juste en prendre note. Moi, j'ai juste envie que tu prennes le temps d'y penser puis de le ressentir. Pas intelligent. Pourtant, ça n'affecte pas du tout, du tout, du tout l'intelligence. Merci pour vos beaux commentaires et vos partages. C'est vraiment le fun. C'est une des affaires qui a fait que je tombe en amour avec les personnes qui présentent un trouble de personnalité borderline, c'est toute l'intensité de la personnalité. Puis moi aussi, je suis une personne intense, j'aime ça le monde intense. C'est ça que je trouve le fun. On revient au PowerPoint. Merci pour les partages que j'observe. Puis c'est la même chose que j'observe dans beaucoup des capsules que je fais sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, mais aussi dans mon bureau avec les patients quand je leur parle de cet aspect-là. C'est qu'il y a beaucoup de découragement, beaucoup d'impuissance, beaucoup de désespoir en disant ah, mais mon cerveau est différent. Ça y est, c'est une fatalité, ça ne pourra jamais changer. Et on se rappelle du clivage dans le TPL, tout noir, tout blanc. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, j'ai envie de te donner un petit peu d'espoir aujourd'hui. Je veux dire, d'abord, ce n'est pas parce que ton cerveau est différent que tu ne peux pas travailler sur toi, que tu ne peux pas créer des nouvelles connexions synaptiques. Tu peux vraiment créer, ton cerveau il est constamment en modification avec les expériences de vie. Donc, avec les bonnes interventions, on peut vraiment créer des nouvelles connexions synaptiques. Est-ce que ton amygdale va changer? Non, mais tu peux apprendre à mieux te connaître, puis à mieux composer avec ces différences-là, puis à mieux gérer les émotions quand ils viennent et qui sont intenses. Tu peux obtenir de l'aide pour faire des changements dans ton hygiène de vie avec la psychothérapie en changeant ton alimentation, qui a un effet sur le cerveau puis sur les hormones dans ton corps. Puis tu peux, dans certains cas, on peut obtenir une médication quand c'est nécessaire. Quand je dis ça aux gens, tu sais, j'ai vu même des personnes ont fait des commentaires, par exemple, sur mon Facebook. Ben voyons, c'est donc bien chien de nous dire ça, tu es en train de nous dire qu'on est foutus. Mais tu sais-tu combien il y a de conditions en santé mentale qui ont un cerveau différent, puis ça n'a pas empêché qu'on développe des traitements qui sont hyper efficaces, puis qui font en sorte que même si les différences restent là, on peut beaucoup mieux vivre avec. On peut développer des nouvelles connexions, des schémas, des outils, des stratégies, des ressources pour aller mieux. J'avais le goût, en continuant de te donner un peu d'espoir par rapport à ça, de te dire toutes les conditions où il y a un cerveau qui est vraiment différent, puis pourtant où on peut vraiment travailler sur tous les symptômes puis aller vraiment, vraiment mieux. Il y a l'autisme, il y a le TDAH, j'en suis la preuve vivante, il y a la schizophrénie, il y a la douance. Il y en a tantôt qui demandaient dans le chat, c'est quoi la douance ou le HPI? C'est quand on a un haut potentiel intellectuel. Puis les gens pensent souvent que c'est comme, quand tu dis j'ai un HPI, une douance, tu es en train de te vanter que tu es plus intelligent que les autres.
Ça vient avec une intelligence sur papier, mais ça vient avec plein d'autres problèmes. Ça, on en parlera dans un autre webinaire. C'est une de mes spécialisations aussi. Les retards intellectuels, donc on est neurologiquement différent quand on vient au monde. Les traumas crâniens viennent changer la structure de notre cerveau. Le syndrome Gilles-Latourelle, la bipolarité, la dyslexie. Ça, c'est juste pour nommer eux autres. Mais il y a plein de conditions dans lesquelles tu as un cerveau différent et pourtant tu peux travailler sur toi puis aller mieux. Puis on peut même faire en sorte que les symptômes s'estompent pratiquement complètement. On va parler des traitements. On est rendu à la période sur les traitements. Donc, on a un 45 minutes devant nous. Donc peut-être que ça va s'étendre un petit peu plus que 8 heures parce que, en fait, ce que je pense que je vais faire, c'est que les 5 questions les plus fréquentes que j'étais supposée répondre ici, je vais y répondre dans mon e-book, puis sur mon site web, puis je vais plutôt répondre à vos questions pour ne pas perdre de temps sur ça parce que c'était quand même un gros pan de vie, comme on dit. Là, on va parler des traitements. Donc, il y a 4 modalités où on peut faire des changements dans la vie d'une personne qui a un TPL. On peut faire des psychothérapies, on peut faire des changements dans l'hygiène de vie, on peut faire des changements dans les relations et dans certains cas, on peut utiliser certaines médications. Si tu t'en doutes bien, comme psychologue, je vais te parler beaucoup plus de psychothérapie ce soir et c'est là que je vais te parler de la schémothérapie. Donc, la schémothérapie, c'est une approche créée par Jung qui a été écrite spécifiquement pour le TPL. On va parler des 3 concepts principaux, les besoins affectifs, les schémas de pensée et les modes, les petits personnages qui habitent à l'intérieur de toi. C'est une approche intégrative. Ça veut dire qu'au lieu de travailler juste sur les comportements au moment présent, juste sur les idées que tu as qui sont néfastes, juste sur les émotions négatives que tu es en train de vivre ou juste sur les expériences ou les relations, on travaille sur tout ça et on travaille à la fois sur le passé et sur le présent. Okay? Donc, en ayant une approche intégrative pour un trouble qui est aussi vaste et qui touche toutes les sphères de ta vie et qui a pris naissance dans ton enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup plus adéquat que traiter juste une de ces sphères-là. Okay? Donc, je vais essayer comment transférer toutes ces infos à mon psychologue pour qu'elle soit à jour? Ben, elle achètera mon e-book ou elle réécoutera mon webinaire en diffusion. Donc, les besoins affectifs et les schémas. Je vais essayer de faire bref parce que je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Puis je veux vraiment nous garder un bon moment pour répondre aux questions. Donc, brièvement, dans la schémothérapie, on va dire tous les êtres humains viennent au monde avec des besoins affectifs universels. Je les ai mis ici à l'écran. Les parents sont en charge de répondre à ces besoins-là. Puis quand les besoins ne sont pas répondus ou mal répondus, puis à répétition, ça crée de la souffrance, ça crée des émotions intenses, puis éventuellement, ça fait en sorte que notre cerveau, qui est neurologiquement en développement durant notre enfance, va commencer à former des petits schémas, des petits raccourcis de pensée parce que le cerveau fait ça. Il veut trouver des raccourcis pour penser plus vite, pour prévenir le danger. C'est ça la fonction du cerveau en développement. Donc, expérience de besoins affectifs non répondus puis d'émotions intenses vont entraîner qu'on peut développer des schémas de pensée souffrants. Il y en a 18. Là, je vais toutes les nommer. Non, c'est pas vrai. On ne va pas les nommer ce soir. Si jamais tu décides d'embarquer dans mon programme, on va en parler de fond en comble de ces schémas-là. Mais là, pour l'instant, juste retenir qu'on peut avoir des schémas fondamentaux, très profonds dans notre personnalité, qui engendrent de la peur, de la terreur, de la dévalorisation, etc. Et des schémas conditionnels qui sont plus des mécanismes de défense. Fait que je vais te donner juste un exemple. Tu peux avoir le schéma de l'abandon, c'est un schéma profond qui dit à tout moment, quelqu'un que j'aime peut me quitter, ça va faire très mal, puis je ne pourrai rien faire. Puis là, après, tu peux peut-être développer le schéma sacrifice de soi, dans lequel tu dis il faut absolument que je donne tout à tout le monde, puis il faut que je me sacrifie, puis pauvre chou, il faut que je le sauve. Parce qu'en dessous de tout ça, tu dis sinon, il va m'abandonner. Okay? Fait qu'on a 2 formes de schémas comme ça de pensée qu'on développe. Fait que ça, c'est ce que dit la schémothérapie. Et là, j'avais envie qu'on fasse un exercice. Maintenant, on va parler dans la schémothérapie. Le concept le plus complexe, c'est les modes. Je vais essayer de passer rapidement. En gros, dans le fond, quand on parle des modes dans la schémothérapie, on parle des différentes parties qu'il y a à l'intérieur de nous.
Donc, on a des modes enfants, on a des modes défensifs, puis on a des modes sains. OK? Est-ce que tu as envie de les voir? Au lieu de juste les lire par écrit puis que je t'explique, j'ai envie de te les montrer. Est-ce que tu as envie de les voir? Bon, ça a l'air qu'il y a juste Carole qui a envie de les voir. Je fais des farces. Anyway, tu veux ou tu veux pas, je vais les montrer. Donc, les petits personnages, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ici. Donc, dans cette version-là que j'ai faite tantôt, en fait, en réalité, dans mon bureau, ceux qui me connaissent ou qui m'ont vu en pratique en clinique privée, ces personnages-là, je les ai toutes faites moi-même en toile, alors que là, ici, c'est des personnages que j'ai fait faire par graphisme avec l'intelligence artificielle parce que je suis perfectionniste, je l'ai dit tantôt, je veux refaire mes toiles pour les faire plus belles et ça va être un outil qui va s'appeler les cartons BAMS, donc besoins affectifs, mode et schéma, qui va être disponible sur mon site web, mais aussi qui va être donné là, dans mon programme. Puis, il y a entre autres les modes. Donc, les modes, c'est quoi? C'est qu'on a une partie de nous que c'est des modes enfants. L'enfant triste, l'enfant enragé, l'enfant impulsif, l'enfant en colère. C'est vraiment les modes qui sont là quand on est. C'est tout simplement l'expression de besoins affectifs qui sont non répondus, qui activent des émotions puis qui enclenchent des réactions. Donc, ces modes-là, on va toujours les avoir, ils sont normaux, mais le problème, c'est qu'on a développé en vieillissant le réflexe de parce qu'ils n'étaient pas très bien écoutés, par exemple, nos enfants tristes, en colère, puis tout ça dans notre enfance, le réflexe de mécanisme de défense, donc de d'autres personnages qui sont venus un peu dealer avec les émotions puis les réactions de ces besoins affectifs-là, puis de ces émotions non répondues. Donc, il y a la partie critique. OK? On est tous ces modes-là, on les a tous en passant. Hein? On a tous ces modes-là. Là. C'est juste que, ultimement, quand tu vas très, très bien, tu as un mode adulte sain et tu as un mode enfant heureuse. Tout ça va continuer d'exister, mais tu les vois beaucoup mieux venir, puis tu adresses les besoins affectifs de ton enfant triste beaucoup mieux que quand c'est les autres parties de toi qui y répondent. Donc, le critique, c'est quoi? C'est la partie à l'intérieur de toi qui se fout complètement de tes besoins affectifs et de tes émotions. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu ne perdes pas la face devant les autres. Donc, il est très dur, très exigeant, très critique, dévalorisant, des fois même violent ou punitif envers toi. Tu as la sauveuse. Je suis sûre qu'on est une méchante gang sur ce webinaire-là aujourd'hui à avoir la sauveuse. C'est la partie de toi qui vraiment te met de côté complètement, sacrifie tes besoins, puis tes préférences, puis tes émotions pour répondre à ceux des autres. On l'appelle le soumis, sauveur ou soumise, sauveuse, parce qu'on peut aussi le faire de manière à j'ai peur de la conséquence, on va me faire du mal, on va m'abandonner si je ne me plie pas aux exigences de l'autre. Mais des fois, c'est la sauveuse qui est plus comme oh, pauvre chou, il faut que je prenne soin de lui, puis au diable, qu'est-ce que moi j'ai de besoin. On a le magicien qui, lui, il fait comme ah, je vais super bien, puis je m'aime. Tu sais, c'est comme la partie de toi qui rajoute de la poudre de perlimpinpin partout pour te faire croire que ça va donc bien. Tu as la boulie, qui est souvent, j'observe que les gens qui ont une grande sauveuse à l'intérieur, ils capitulent, ils encaissent, ils abdiquent, ils sacrifient tout pour les autres. Puis là, à un moment donné, ça pète, puis là, oups, tu pètes une coche à ton ami, puis là, tu fais comme, oh, excusez, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est ta boulie qui est sortie. On a une partie détachée, donc on va justement consommer, on va prendre n'importe quel moyen. Des fois, c'est le gym, des fois, c'est gamer, des fois, c'est le workaholisme, la sexualité, bon, peu importe. Mais on va consommer quelque chose pour ne pas penser, pour ne pas vivre nos émotions souffrantes. Bref, il y a d'autres modes. Là, j'ai mis juste comme l'essentiel là, ce soir. L'idéal, c'est pour ça que je les ai mis en rose, c'est que dans la schémothérapie, on va vouloir venir développer un adulte sain qui prend la place de ce parent pour l'enfant à l'intérieur de toi, qui va vraiment écouter tes besoins affectifs puis tes émotions pour en prendre soin, puis prendre des choix qui répondent à tes besoins affectifs au lieu d'être dans des mécanismes de défense. Et ultimement, quand on a un adulte sain qui est fort, qui est là la plupart du temps, tu sais, ces parties-là de toi, tu n'arriveras pas à t'en débarrasser. Moi, j'ai encore un critique qui est super fort, mais je le sais quand il est là. Je fais comme, hop, 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 là, j'aurais le goût de me taper sa tête parce que mon webinaire, il lag, puis là, j'ai l'air folle, puis tantôt, j'ai délité le lien, il a fallu, tu sais, mon critique s'est actif, là, j'ai fait un peu là. Ça m'aide-tu, ça? Non. OK? Moi, là, j'ai besoin de calme et de sécurité parce qu'aujourd'hui, je suis nerveuse. Donc, je vais me poser, je vais prendre soin de moi et
It is what it is. Donc, on les reconnaît mieux, ces parties-là de nous, puis on deal mieux au jour le jour avec notre adulte sain, qui est comme le chef d'orchestre de tout ce beau monde-là. OK? Là, je te parle de ça n'a rien à voir avec le TPL. Là. Ça, c'est tout le monde qu'on est comme ça. OK? C'est juste que dans le TPL, ce qu'on observe, c'est que certains modes sont vraiment intenses, dont le critique, le détaché, puis souvent l'enfant triste, vulnérable, anxieuse et abandonné. Mais la réalité, c'est que tout le monde a ces modes-là. Ce qu'on veut, c'est éventuellement réduire ces modes-là, puis que ce soit l'adulte sain qui gère tout ça. Maintenant, OK, il est 34. J'avais le goût de faire un autre exercice avec toi qui est à propos des traitements. Donc, ça, c'est les différentes approches thérapeutiques. Je vais parler un petit peu plus en détail dans mon e-book de chacune fait quoi. Évidemment, j'ai mis la schémothérapie en premier. Ça ne veut pas dire que c'est la plus efficace. Honnêtement, il y en a des gens qui vont préférer la DBT, qui a été également qui a été écrite par Linehan, Marshall Linehan, qui est spécifiant pour le TPL. Puis, il y a d'autres approches aussi qui ont été développées, pas nécessairement pour le TPL, mais qui ont été démontrées comme assez efficaces. Mais moi, ma préf, c'est la schémothérapie. On peut faire des changements dans l'hygiène de vie aussi au niveau du traitement. Puis des fois, on commence par là parce qu'on veut faire des micro-changements progressifs jour après jour, comme par exemple en consommant un petit peu plus de légumes tous les jours, admettons, ou en allant se coucher une heure plus tard ou en arrêtant de gosser sur son sel une heure avant le dodo. Et donc, en faisant des petits changements comme ça, puis je sais que ça a l'air banal, mais quand on a un TPL puis qu'on souffre beaucoup, c'est vraiment difficile, ces aspects-là. Et pourtant, quand on commence par ça, il y a des aspects en lien avec la sérotonine, la dopamine, le cortisol, bien sûr, les endorphines, l'ocytocine, bref, beaucoup d'hormones dans ton corps qui sont affectées par ta qualité d'alimentation, de sommeil, les exercices, la relaxation, etc. Pour la médication, juste à dire que les psychologues ne peuvent pas prescrire. Okay? On ne se prononce pas de manière tranchée par rapport à tu devrais prendre un médicament, tu ne devrais pas en prendre. Ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, en composant avec les patients dans notre bureau au jour le jour, dans la clinique, ben, on va observer les effets et les symptômes des médications et on va souvent aider le patient, notre patient, à faire un suivi des effets secondaires, à tracker les effets de la médication. Il n'y a pas de médication officielle pour le TPL. Il y a même certaines études qui disent le TPL, pour certaines personnes, c'est réfractaire avec la médication. Il reste quand même que dans ma réalité clinique, j'ai vu toutes sortes de molécules qui sont prises par les gens, anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques pour l'aspect parfois de dissociation, d'autres fois, là, bon, d'autres aspects d'humeur intense, puis des somnifères pour les troubles de sommeil. Ceci étant dit, aujourd'hui, je ne vais pas dire prends ça, prends pas ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Moi-même, j'ai eu recours à une médication quand ça a été nécessaire. Je vais te dire que ma conception de la médication, c'est que c'est une béquille. Puis même dans les cas comme la schizophrénie ou la bipolarité, où on va prendre une médication toute notre vie, c'est une béquille. Est-ce qu'une béquille, c'est nécessaire quand tu as une jambe cassée? Parfois, oui. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la béquille. Ce que je dis ici, c'est que tu vois, le mot critique s'est activé parce que j'ai réalisé que mes formes n'étaient pas alignées avec les autres formes, mais je ne l'écoute pas, je l'ai partagé avec toi. Bref, la médication, des fois, c'est absolument nécessaire. C'est juste que ça ne réglera pas la source des problèmes. Tu sais, la partie qu'on vient de voir, toutes les expériences d'enfance, les schémas qu'on a développés durant notre enfance, les petits personnages, nos modes enfants qui sont souffrants, la médication ne fera pas ça. Elle peut apaiser physiquement, chimiquement ton corps, puis réussir à ce que tu arrives à un niveau de fonctionnement cognitif puis émotionnel où ce que tu peux travailler sur ces blessures-là plus en profondeur. Donc, des fois, c'est absolument nécessaire, mais ça ne réglera pas ce qui a causé le TPL. Problème d'accès aux ressources, je ne m'étalerai pas trop là-dessus, encore une fois pour une raison de temps, mais dans le fond, il y a beaucoup de problèmes avec l'accès aux ressources pour les personnes qui souffrent du TPL. D'abord, il y a un manque de personnel criant dans la santé en général, encore plus dans la santé mentale, dans les réseaux publics, c'est encore pire, puis encore plus dans la spécialisation des troubles de personnalité ou des traumas. Parfois, pour certaines personnes, notamment ceux qui ont un critique très, très fort, demander de l'aide, c'est très, très difficile. Donc, ça aussi, ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à aller chercher des ressources. Ce que j'observe le plus souvent,
dans les témoignages qu'on m'envoie, dans les posts sous mes réseaux sociaux ou dans les patients qui m'ont consulté, c'est qu'ils ont essayé des traitements qui n'ont pas fonctionné. Et là, il y a un désespoir, un découragement qui s'installe, un sentiment d'impuissance. Il y a beaucoup de préjugés et de discrimination aussi sur le TPL, même dans le système médical et même chez les professionnels en santé mentale. Et pour cet aspect-là, je suis désolée parce que les préjugés que j'ai entendus sont faux. Puis je trouve ça extrêmement néfaste. Je me fais d'une mission de faire tomber ces tabous-là. À moi tout seul, j'y arriverai pas. Vous allez m'aider en partageant les posts, en partageant de l'information. Mais il reste que ça peut changer, puis ça cause des torts aux personnes qui souffrent du TPL. Il y a aussi le fait qu'une psychothérapie, on va se le dire, au privé, ça coûte cher. J'en suis consciente. Le problème n'est pas chez les psychologues qui chargent une tarification horaire. Le problème est, par exemple, les psychologues font un cheminement qui est l'équivalent, pas des médecins généralistes au niveau du doctorat, mais des médecins spécialistes. Donc, on va faire un cheminement qui fait un total de 9 à 12 ans d'études universitaires de troisième cycle. Donc, on fait un doctorat, nous aussi, et on se retrouve à avoir des chirurgiens qui sont payés 300 pièces de l'heure, puis des psys qui sont payés 30 pièces de l'heure dans le réseau de la santé. Donc, il y a un problème dans notre système de la santé, que ça aussi, j'aimerais bien que ça change, mais je ne changerai pas ça tout seul. Donc, bref, la durée. Les psychothérapies, des fois, c'est long. Des fois, c'est absolument nécessaire. Moi, j'ai été 3 ans en psychothérapie moi-même. J'ai eu des patientes que j'ai eues pendant 3, 4, 5 ans. C'est pas nécessaire que ce soit toujours aussi long. C'est juste que, par exemple, dans une approche comme la schémothérapie, ben, c'est plus long. Mais ça reste quand même que c'est un problème d'accès. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu peux te déplacer? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu peux attendre aussi longtemps dans la dangerosité que tu vis? Bref, on va se le dire, il y a beaucoup de problèmes pour accéder à des ressources pour soigner le TPL. D'ailleurs, je me suis fait un petit devoir qui... Oh, Yannick! Je me suis fait un petit devoir avec mon merveilleux assistant, Nico, qui m'a aidé à bâtir une liste de ressources dans laquelle je t'ai mis tous les livres que j'aime sur le TPL, les groupes de thérapie, psychologues et psychothérapeutes qui sont spécialisés en TPL, les organismes, sites web, Facebook, pas toutes, là, parce que évidemment, je n'ai pas pu tout réunir, mais on a essayé de réunir au moins 2 ou 3 ressources dans chacune de ces catégories-là. Maison de thérapie pour la désintox, accueil pour les femmes ou les hommes victimes de violences, maison d'hébergement, ligne d'écoute. Bref, cette ressource-là, je vais te la donner gratuitement parce qu'il faut bien. Je vais te parler de mon programme Super Power TPL. Je t'en ai parlé en début. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus parce qu'encore une fois, ce n'est pas une infopub pour te convaincre d'embarquer dans mon programme, mais ça m'a pris 18 mois l'écrire. On le lance ce soir. Il va en fait commencer le 22 octobre. Je vais te parler un petit peu de ce qu'il va y avoir là-dedans. Donc, c'est quoi le programme Super Power TPL? Ah ouais, 22 modules. Donc, 22 modules. Puis là, je me suis freinée parce que pour vrai, j'avais encore plein d'autres sujets que je voulais parler, mais j'ai réuni ce que je considérais comme étant l'essentiel à parler dans le TPL. Des dizaines d'heures de vidéos explicatives, un cahier d'exercice de plus de 200 pages. Je fais aussi des coachings de groupe. Donc, je vais faire des coachings de groupe, des lives à tous les mois, peut-être même à toutes les semaines. Je vais voir en fonction de mon occupation et tout, avec moi sur le sujet du TPL, mais en plus aussi avec d'autres experts invités au fur et à mesure du programme qui dure 12 mois. Je vais avoir plusieurs invités, puis ça va venir enrichir le contenu que j'ai à t'offrir. Puis, je vais créer aussi, à partir de ce soir, un groupe Facebook privé. Il y en a qui connaissent mon groupe juste pour TPL. Évidemment, il va rester actif, je vais rester active dessus. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais il y aura aussi un groupe Facebook privé qui s'appelle, en fait, il est déjà créé, Super Power TPL. Donc, les 22 modules sont ça. Je ne vais pas toutes les lire là, parce que tu es capable de lire, puis tu vas les retrouver sur ma page de vente tout à l'heure si tu veux y aller déjà up and running. Il y a juste, en passant, il y a juste la partie, il y a comme une vidéo sur mon histoire de vie dans la page qui n'est pas encore postée, mais tu l'as écouté tantôt, mon histoire de vie, ça va être sensiblement exactement la même chose. Mais tu vas pouvoir lire ça à tête reposée. Je me suis juste fait un devoir de couvrir tous les aspects que je t'ai nommés tantôt. Comportement, idées, émotions et expériences relationnelles.
Donc, les modalités, parce que dans le fond, là, ce que je lance ce soir, c'est la version VIP. Les modalités, c'est que ça commence le 22 octobre. Tu as accès illimité à tout le contenu qui était là avant que tu arrives, mais le contenu aussi que je vais rajouter tous les mois. Donc, je vais bonifier constamment le programme. Tu vas avoir un accès illimité tant et aussi longtemps que le programme continue. Fait que même si tu es dessus pendant 12 mois, mais que dans 2 ans, je suis encore là, on va espérer que je suis encore là, ben tu peux venir, puis si j'ai rajouté des lives, si j'ai rajouté des exercices, des cahiers, des choses, tu vas avoir accès à tout le contenu. Il va y avoir une évaluation de ton TPL en début, OK? Donc, je vais évaluer ton TPL et ses spécificités, donc le côté rumination, colère, le côté dévalorisation, dégoût de soi, blablabla. Bon, il y a comme 7-8 tests. Et il y a les tests des schémas et des modes. Donc, je vais t'envoyer tes résultats personnalisés. Nico va m'aider là-dedans pour évaluer chacune des personnes qui vont être dans le programme, puis que tu ailles vraiment tes résultats à toi, puis qui vont être utiles tout le long. Je vais mettre du nouveau contenu tous les mois, comme je te disais, mais je vais relâcher, c'est-à-dire je vais publier 2 à 3 nouveaux modules par mois. Pourquoi? Je ne veux pas que tu ailles trop vite. Ça ne sert à rien que tu ailles écouter le module sur comment on met des limites dans tes relations si tu ne comprends pas comment tu as établi tes dynamiques relationnelles avec les autres. Donc, c'est vraiment important pour moi qu'on suive les étapes. Donc, c'est un programme sur 12 mois, il y a 2 à 3 modules de relâcher chaque mois et on suit ce rythme-là. Il y a 12 coachings de groupe que je vais offrir à tous les mois, sur lesquels on va être maximum 30. Je vais essayer de faire des plus petits groupes pour que tout le monde puisse poser des questions, participer, dire OK, j'ai fait tel exercice, ça ne marche pas, comme on a fait tantôt. En fait, c'est qu'au début, j'avais décidé que ce serait une autre personne qui ferait les 12 coachings par mois, l'autre batch de 12 coachings de groupe. Mais finalement, mon assistant, Nico, m'a convaincu que c'était avec moi que les gens voulaient travailler. Donc, en fait, ça va être plus moi qui va faire 2 coachings de groupe par mois. Puis, on verra là, si jamais il y a trop de gens, éventuellement, je demanderai de l'aide à des gens que je vais avoir moi-même formés avec mon expertise, ma couleur, puis avec la schémothérapie. Je vais faire un live de 2 heures pour l'instant par mois, mais je vais essayer de le faire plus souvent. Il va être enregistré. Fait que si tu ne peux pas être là puis poser tes questions puis interagir en live, ben tu vas l'avoir dans ton programme. Tu pourras les réécouter à ton rythme. Il va y avoir les cartons BAMS que je t'envoie, que je vais faire imprimer, que je t'envoie comme un outil sur lesquels tu vas avoir tous les besoins affectifs, tous les schémas, tu vas pouvoir identifier les tiens, tous les modes. Et au quotidien, tu vas pouvoir t'en servir au fur et à mesure des exercices que je te propose pour que ça soit vraiment un go-to, faire comme ah ouais, ça c'est mon critique qui parle, ah, ça c'est mon schéma de méfiance abus qui est activé. Clairement, mon besoin de sécurité et d'amour n'est pas répondu. Fait que là, avec mon adulte sain, je vais prendre soin de ça en faisant X, Y, Z. Fait que ça, c'est juste un exemple que je te donne, mais les cartons sont super utiles. En fait, je les ai créés juste pour le programme parce que je n'avais pas encore fait ça. Ça faisait longtemps que le projet bouillonnait dans ma tête là, pour les cartons, mais là, on va le faire. Comme je t'ai dit, il va y avoir un groupe Facebook privé, donc tu vas vraiment pouvoir avoir un sens de la communauté, de partager, comme on fait ce soir entre nous, les gens qui ont le TPL, qui sont dans le programme, qui comprennent ce que tu fais, qui comprennent pourquoi tu en arraches. Puis moi, ben, je vais essayer d'interagir au quotidien dans ce groupe-là. Et je vais aussi, ça c'est quand même une exclusivité, je vais prévoir la possibilité d'avoir du coaching privé avec moi. Par contre, ça va être des frais additionnels. Il faut que je te dise que ce n'est pas de la psychothérapie. Fait qu'on ne va pas se voir à toutes les semaines en psychothérapie. Ça va être vraiment, vraiment en soutien au programme pour t'aider. Fait que oui, il y a certaines personnes qui peuvent continuer d'avoir besoin de leur psy, de leur TS, de d'autres services, de leur médication, de X, Y, Z. Le plus on a d'aide, le mieux c'est. Là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te faire. Attends, je vais assurer que je me rends compte que. Ah, ça marche pas. Comment qu'on fait? Ah, je vais le mettre plein écran juste pour ce temps-ci. Dans le fond, j'avais envie de créer un bonus juste pour les gens qui sont ce soir sur le webinaire. Donc, je vais t'envoyer un courriel demain, le jour de ma fête, imagine. Pour te donner ton code bonus, si jamais tu choisis d'embarquer dans le programme, il va y avoir 100 de rabais sur le programme. Et j'ai écrit, je n'ai pas fini de l'écrire, mais en décembre, tu vas recevoir le super agenda intense. Pour l'instant, je vais l'envoyer en format PDF, mais ça se peut que je trouve un bon imprimeur pas trop cher puis que je l'envoie en poste, là. Dans le fond, c'est un agenda que la première portion de l'agenda, c'est tout un agenda normal, alors que la deuxième portion, c'est vraiment un agenda dans lequel tu fais le tracking de tes rêves, de tes émotions, de ton hygiène de vie, ton alimentation, etc., etc., etc. Là, je ne veux pas tout te nommer, mais c'est comme les bonus que normalement, comme cet agenda-là, je vais le vendre 50 sur mon site web quand il va être sorti en décembre. Mais là, je te le donne dans le programme.
Donc voilà, il va avoir éventuellement une version de base, mais là, pour l'instant, je suis encore en réflexion sur comment je vais offrir ça. Je t'en reparlerai, j'enverrai des courriels. Oui, pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur, sur ma liste d'envoi. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller sur mon site web, si tu savais.com. Tiens, je vais l'écrire dans le chat. Si tu savais.com. À la page d'accueil, il y a l'inscription à mon infolette. Fait que ça, tu peux m'envoyer ça si tu veux. Puis là, je vais t'informer si jamais je sors, puis combien c'est, puis tout ça. Écoutez tes questions à toi. Fait que je vais revenir un petit peu en grosse face. Voilà. Donc, voilà, il est 8 heures. On se réserve une petite demi-heure pour tes questions. Euh, Juste prendre le temps, quelques 2 minutes pour te dire merci. Merci d'avoir été présent au webinaire. Merci d'avoir pris 2 heures et demie de ton temps pour être avec moi, pour m'écouter, pour te concentrer, pour prendre des notes, pour m'accorder ta confiance, puis te traiter aux exercices, d'avoir partagé dans le chat. Je n'aurais jamais pensé que les gens partageraient autant, puis que la plupart resteraient jusqu'à la fin. Fait que je suis vraiment choyée, je me sens vraiment choyée et touchée de la confiance que les gens me donnent. J'en reviens jamais. Ça fait 7 ans que je pratique comme psychologue, puis j'en reviens jamais. Merci, je me sens vraiment choyée. Si tu veux, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux si tu ne le fais pas déjà. Entre autres, TikTok, c'est là où j'ai le plus de contenu, mais j'ai aussi Facebook, YouTube, Instagram. Demain, je vais répondre à toutes tes questions sur le programme. Je vais te donner les ressources gratuites. Je vais t'envoyer vers mon e-book. Je vais te donner la rediffusion. Je vais t'envoyer le lien pour mon groupe Facebook. Il va y avoir le lien aussi pour mes réseaux sociaux. Donc, juste à surveiller ça, puis tu vas avoir réponse à tes questions. Oui, des REC, il va y avoir une rediffusion. Par contre, comme j'ai dit, je vais supprimer des bouts. Je vais supprimer les bouts où ce qu'on voit tes commentaires. Je veux garder la confidentialité de ceux qui étaient ici ce soir. Pardon. Et je vais supprimer les bouts d'exercice parce que je suis prête à redonner l'information, mais l'expérience de vie qu'on a vécue ensemble. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a amené de l'espoir par rapport au TPS. J'espère que ça a défait certains mythes, certains tabous. J'espère vraiment que ça t'a donné de l'espoir. C'est juste ça mon but dans la vie. Puis ben, j'espère travailler avec toi peut-être dans un avenir prochain dans mon programme. Fait que merci d'avoir été là. Merci, merci, merci.